Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, la Chine, pour la première fois dans son histoire, est le pays hôte du G20. C'était comme en 2008, la Chine avait, pour la première fois dans son histoire, à organiser un jeu olympique. C'était comme en 2010, la Chine, pour la première fois dans son histoire, a organisé une exposition universelle. Pour la première fois, il y a toujours quelque chose. Et surtout pour la Chine. La Chine en particulier parce que c'est un pays à la fois qui a la statut de deuxième puissance économique du monde. Si, selon le calcul de parité pouvoir d'achat, la Chine était même la première puissance économique du monde. Mais en même temps, si le PIB par tête, la Chine est toujours un pays en voie de développement. Donc, un pays comme la Chine organise un G20, il y a toujours quelque chose de particulier. Voilà, c'est ce que je vais demander à mes deux invités, politologue et économiste Ding Yifan et le journaliste français, correspondant de Parisien à Pékin, voilà, et Richard Hart. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va vous entendre. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder ce petit reportage sur le G20 à Hangzhou. Le spectaculaire gala d'ouverture du sommet du G20 à Hangzhou a peut-être impressionné toute la planète. Mais quand vient le temps de parler des choses sérieuses, les dirigeants des pays membres font toujours face à des défis de taille. La reprise économique reste faible après la crise financière de 2008, le taux de chômage global atteignant près de 6%. La croissance du commerce international a atteint son niveau le plus bas en 3 décennies. Le président chinois Xi Jinping a exhorté les membres du G20 à résister au protectionnisme et à favoriser l'innovation pour stimuler la croissance. Selon lui, l'économie mondiale ne peut guère se rétablir sans politique macroéconomique coordonnée entre les membres du G20 et un esprit commercial plus ouvert. En marge du sommet, des réunions importantes ont fait les manchettes. Le président Xi a rencontré son homologue américain Barack Obama. Des différends persistent sur des questions épineuses comme la mer de Chine méridionale, mais le consensus sur l'accord sur le changement climatique a été salué de façon unanime. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, n'a pas manqué de souligner l'importance que ces deux pays ratifient l'accord de Paris. Le président Xi a également rencontré la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, réitérant l'opposition de la Chine au déploiement de systèmes de défense anti-missiles américains en Corée du Sud. Xi Jinping a averti que la situation pourrait dégénérer si le problème n'était pas bien géré. Les économies du G20 représentent les 2/3 de la population mondiale et plus de 80% du PIB et du commerce mondial. Il est largement considéré comme la plateforme la plus efficace pour la gouvernance mondiale. Bon, voilà, un G20 en Chine, oui, à Hangzhou. Bon, à Ding Yifan, je pose cette première question. Pourquoi à Hangzhou? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, d'abord parce que Hangzhou est une ville très belle. Oui, le paradis terrestre, on dit. C'est ça. En Chine, on a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas meilleure place que Hangzhou, parce que le Hangzhou est le paradis terrestre. Donc c'est une ville très agréable, avec un beau lac et tout ce qu'il faut pour mener une vie agréable. En plus, sur le plan du développement technologique et sur le plan des innovations, Hangzhou représente tout de même quelque chose de typique en Chine. Et maintenant, par exemple, il y a une compagnie chinoise d'Internet très connue dans le monde parce qu'elle a réussi à pénétrer le marché occidental, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, Alibaba, etc. C'est Alibaba. Alors, le siège de Alibaba est à Hangzhou. Donc Hangzhou a réuni tous les éléments nécessaires pour organiser un sommet du G20 extraordinaire, d'une certaine manière. Donc, Ma Yun, le patron de Alibaba, invite tous les chefs d'État à Hangzhou. Bon, et Richard, vous connaissez oui, je suis allé
plusieurs fois à Hangzhou, y compris une fois en vacances pour 8 jours. C'est un lieu effectivement très beau. Je crois que c'est très important pour les images, ça. Oui. Le lac est superbe. C'est les images d'un sommet, ça compte. Et je crois qu'on prend toujours ça en compte dans ce genre de choses. Oui, je me rappelle, c'était à Cannes en 2012. Par exemple, oui, c'est exactement ce genre de décor qui peut être utile. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y avait d'ailleurs, c'est tellement beau, Hangzhou, que je crois que Mao Tse-tung avait une résidence où il allait régulièrement au bord du lac. Enfin, le lac est superbe, c'est certain. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est que les infrastructures, en termes d'hôtels, de lieux de congrès, sont là. C'est une ville très bien équipée, je pense. Pour ça, ça fait assez évidemment, je trouve, un lieu pour un G20 comme celui-là. Le thème de ce G20, c'était construire une économie mondiale innovante, revigorée, interconnectée et inclusive. Alors pourquoi ces termes, ces mots très particuliers, Deng Yifan? Ces termes ne sont pas uniquement chinois, parce que, en fait, la croissance inclusive a été inventée par les Nations Unies il y a quelques années, et la Chine a repris ce slogan comme l'objectif de son propre développement depuis un certain temps. Et on ne veut pas que la croissance économique soit plus ou moins exclusive, c'est-à-dire qu'une partie de la population soit exclue des bénéfices de la croissance. Donc il faut que la croissance soit inclusive, il faut que le développement mondial soit inclusif, c'est-à-dire que le commerce international, l'investissement, tout ça, doit prendre en compte la totalité des intérêts du monde. Donc il y a ça. Interconnectivité, c'est aussi l'idée chinoise. C'est plus ou moins une idée chinoise parce que depuis que le gouvernement chinois lance l'initiative de la construction de la zone économique de la route de la soie et la route de la soie maritime, etc. Et l'interconnectivité des pays le long de cette route de la soie est devenue le thème principal. Et donc, on veut que le monde soit interconnecté. C'est plus ou moins un prolongement de cette initiative chinoise de la route de la soie vers le monde entier. Et souvent, l'opinion publique ne connaît pas G20. Souvent, on se pose la question, G20, groupe de 20 pays, à quoi sert ce G20? Richard. Justement, c'est quand même très important, je pense, que des pays qui représentent 80% du commerce mondial se voient. De l'économie mondiale. 85% de l'économie mondiale. À côté de l'ONU. Oui, à côté, parce que c'est une autre. C'est plus économique. En fait, c'est une occasion, sans les règles de l'ONU qui sont plus compliquées, où il y a des majorités. Ça. Là, au moins, on peut discuter. On va voir, en dehors des questions économiques, vous allez avoir des gens qui ne se voient pas souvent, en particulier Obama et Poutine. Ils vont se rencontrer, là, forcément. Est-ce qu'ils ont une discussion à part? C'est bien possible. Pour les diplomaties multilatérales. Enfin, c'est pas rien quand même qu'ils puissent se voir, qu'il y a des sujets qui vont être abordés de façon importante, et auxquels la Chine tient d'ailleurs. Je prends par exemple l'exemple de la pollution. Il y a eu la rencontre de Paris qui a été importante. On sait que maintenant... COP21, c'est ça? Oui, avec pas mal de retard pour pas mal de pays. Là, ça permet un peu de faire le point. C'est une occasion de parler de tas de sujets. Voilà, je pense que le G20, c'est un petit peu informel. Il ne faut pas être prisonnier des sujets qui sont mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ordre du jour, il est important. Et pour la Chine, on voit bien que tout ce qui concerne la construction d'une économie innovante et dynamique, ça compte, bien sûr. Mais il y aura forcément des à côté qui auront leur importance. La question suivante, ce sera assez... peut-être contre-courant ou pas très
politiquement pas très correct, parce que le G20 s'est réuni tous les chefs d'État, les 20 pays les plus importants oui, du monde, qui représentent 80% de la population sur notre planète. Mais en réalité, on regarde le monde, on voit que le monde a une tendance de retour vers une guerre froide. D'un côté, les pays occidentaux, les pays États-Unis, Europe, Japon, Australie. De l'autre côté, on dit il y a la Chine, la Russie, l'Iran, etc., Corée, etc. Mais c'est, malgré que je ne veux pas diviser le monde ainsi en deux, mais on a cette impression. On en raison de plus, parce que tous ces pays-là sont membres du G20, donc raison de plus que ces pays, les dirigeants de ces pays se mettent sur une table ensemble pour discuter des problèmes majeurs de l'économie mondiale. En fait, oui, le G20, à la différence des Nations Unies, etc., le G20 est un club. Ce n'est pas une institution internationale. Ce n'est pas un club de riches, hein, c'est un club de riches, mais classe moyenne. C'est un mécanisme, en fait, c'est un mécanisme de traitement des problèmes d'urgence. Le G20, d'une certaine manière, est le prolongement de G7, qui était une invention française, qui a été créée sous l'initiative de Giscard d'Estaing, président d'alors, président de la République d'alors. Et en fait, le G7 a été inventé par Giscard et Schmitt, par le chancelier ouest allemand à l'époque. Et c'était un mécanisme de traitement d'urgence parce qu'il a été inventé à la suite de la première crise pétrolière. Mais ça, c'était pour défendre l'intérêt des pays industrialisés. Non, pour coordonner les politiques macroéconomiques entre les pays les plus développés à l'époque. Puis, parce que les nouveaux pays sont émergés, donc ils ont voulu prolonger un peu pour inclure les pays émergents, en fait. C'est les anciennes G7 plus les pays émergents. Donc les pays dont le taux de croissance était le plus rapide, le plus robuste, et leur part dans l'économie mondiale tend à augmenter rapidement. C'est pour ça que ces pays ont été rassemblés ensemble pour, au départ, discuter aussi de la coordination des politiques macroéconomiques, un peu comme tout de suite après la première crise pétrolière, dans les années 70. Le mécanisme a lancé après la crise financière de 2008. Donc c'est à peu près dans des situations économiques similaires. C'est le sujet principal. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je pense qu'il vaut mieux se rencontrer et discuter plutôt que de rester chez soi et de laisser les difficultés grandir. Je pense que c'est l'utilité de ce genre de choses. Actuellement, la conjoncture mondiale, on sent qu'économiquement, elle est fragile. Et puis, les échanges commerciaux sont un peu essoufflés dans le monde. Chacun ses problèmes. Oui, mais ça a un sens de se rencontrer. Quand le G20 a été vraiment créé en 2008, c'était après la crise des subprimes aux États-Unis, ça a eu un effet. Les pays se sont mis d'accord pour, en quelque sorte, répandre la crise bancaire entre différents pays afin qu'elle soit moins concentrée. Ça a eu un effet. À chaque fois, il y a une actualité. Actuellement, c'est vrai que cette conjoncture mondiale morose, c'est pas très favorable, mais se rencontrer, ça ne peut qu'être utile, je pense. D'accord. Mais le monde est toujours en face de deux grands sujets, c'est le sujet économique et le sujet sécurité, bien sûr. Et depuis le début de cette année, par exemple, le problème du terrorisme est devenu un sujet majeur. Est-ce que un G20, comme c'est le forum club économique, est-ce que sur cette sorte de forum, cette sorte de club, on peut discuter aussi
des problèmes de la lutte antiterroriste, par exemple. Est-ce qu'on peut former À ma un connaissance, fonds, à ma fonds connaissance mondial? la lutte antiterroriste n'est pas sur l'agenda de la conférence. Ce Non. qui ne veut pas dire qu'ils n'en C'est parleront ça. pas. Voilà, C'est c'est ça. Je pense que le président français va... On va parler de ce problème, non? Évidemment, évidemment, parce qu'ils vont se rencontrer entre chefs d'État. Oui. Il y a besoin, forcément, c'est un domaine où il y a besoin d'une coordination, et puis de voir un petit peu où l'on en est, ce que l'on craint, ce que l'on peut faire contre. Je pense que dans ce genre de réunion, les questions de maintien de l'ordre, de lutte antiterroriste, ne peuvent pas être oubliées. Complètement. Mais en fait, le problème ou le développement du terrorisme est un sujet qui préoccupe les dirigeants de tous les pays. Et forcément, il sera plus ou moins mentionné. D'ailleurs, l'agenda du développement est en relation avec, en fait, le développement du terrorisme. Parce que le développement du terrorisme est souvent lié à la pauvreté, à la population marginale, un peu ce genre de choses. Il a à la religion aussi, à la différentes Oui, valeurs. le développement de ce qu'on appelle l'extrémisme religieux. Ce n'est pas la religion en soi, c'est l'extrémisme religieux, oui. L'extrémisme religieux est souvent... Il y a quand même le choc de civilisation, non? Je ne sais pas, parce que le choc de civilisation est une simplification d'un phénomène social beaucoup plus compliqué, cela. Parce qu'en apparence, il y a bien sûr des contradictions entre les différentes civilisations, mais cela est souvent un prétexte avec lequel les extrémistes essaient de mobiliser les masses populaires sous son nom. Donc ça pourrait être d'une certaine manière dangereux, parce que justement, les gens qui veulent profiter de la différence ou entre les civilisations pour mobiliser le sentiment d'une partie de la population contre une autre partie, et souvent le choc de civilisation sert d'un prétexte utile. C'est pour ça que le G20, il va essayer de trouver une réponse globale à tout ça. C'est à ça que les contacts peuvent être utiles. C'est de trouver que tous les pays ont un danger à peu près commun avec le terrorisme, et il faut savoir y répondre globalement. Tout à l'heure, vous avez dit, Richard, vous avez dit que voilà, l'économie, chacun ses problèmes. L'économie mondiale est morose, la croissance est faible, etc. Et surtout cette année, il y a beaucoup de signes noirs. L'Angleterre quitte l'Union européenne, les États-Unis vont peut-être élire un président assez particulier. La France était le cible privilégié, entre guillemets, des terroristes. La Chine aussi a des problèmes de la mer méridionale. Et tous ces signes noirs, est-ce qu'on peut trouver des solutions à ce G20 où ces G20 ne peut pas résoudre ces problèmes? Ce serait étonnant qu'il arrive à les résoudre les uns après tous les les autres. problèmes. Non. Au moins Non, mais une proposition. Mais je répète que c'est quand même très important que les dirigeants en parlent. Oui. Ouais. Ça, et vous avez cité le Brexit, par exemple. C'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude, en tout cas pour l'Europe, et forcément pour d'autres pays aussi. Pour l'économie mondiale, Pour certains l'économie disent mondiale, Je oui. que pense cela que- fait valoriser plusieurs 1000 milliards de dollars. C'est donc important que, y compris avec la première ministre anglaise, on puisse en parler, là, voir un peu où vont les Anglais, parce que c'est difficile à savoir. Ils sont en train de s'éloigner de l'Europe, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Le Brexit, forcément, sera à l'ordre du jour, Oui. et je pense que ça fera des titres, forcément, parce que c'est en pleine actualité. Et lorsque j'étais en France, je me rappelle que les Français n'ont pas beaucoup
confiance envers des conférences internationales comme G20, etc. Et c'est facile, est-ce que les gens s'intéressent vraiment par exemple, est-ce qu'on parle dans les médias avant la réunion? Non, ce qui pour l'instant a l'air d'intéresser, c'est le fait que la réunion se passe en Chine pour la première fois. Ouais. Ça, c'est effectivement qu'un pays comme la Chine accueille une réunion économique de cette importance, en sachant que la Chine, effectivement, est la deuxième économie du monde. Ça intéresse comment est-ce qu'on va s'y prendre. Il n'y a pas tellement de précédents. Si on pense par exemple à l'exposition universelle de Shanghai, la Chine s'en est très bien sortie avec un service d'ordre excellent, avec tout marchait bien. Alors on s'attend un peu à ça. Pour l'instant, dans les avant-sujets, c'est ça. Après, il y a les sujets techniques. Le Brexit, il y a eu pas mal de sujets là-dessus. Ce dont on va parler, on s'y intéresse forcément. Les États-Unis sont là, sont la première économie. On va voir comment ils se comportent. Je ne pense pas qu'il sera spécialement question des prochaines élections aux États-Unis. Ça, c'est pas le sujet. Non. Mais voilà. D'accord. Bon. Ça intéresse quand même. Oui. Et Théophane, le G20 a commencé par la crise de 2008, c'était une crise financière. Oui. Et aujourd'hui, la crise financière transforme en une crise économique généralisée. Mais le problème financier, est-ce qu'on a déjà trouvé des solutions? Est-ce qu'on peut déjà éviter avec ce G20, avec le G20, au total c'est 12, hein, y compris celui-là, c'est 12 G20. C'est le 11e ou le 12e sommet. 11e ou 12e 11e sommet. C'est le 11e Alors, sommet. est-ce que on peut déjà dire que voilà, désormais il n'y aura plus de crise financière puisqu'on a ce système Non, on ne peut pas complètement exclure la possibilité d'une nouvelle crise financière internationale, non. Il est hors de question d'exclure une telle crise. Mais l'avantage de ces G20, c'est que ces pays se sont parvenus à un accord sur la coopération dans le domaine financier, dans le domaine économique. Il ne faut pas oublier que la grande contribution de G20, du premier sommet, deuxième sommet de G20, est que les dirigeants de tous ces 20 pays se sont engagés à utiliser le plan de relance pour éviter une grande récession mondiale. Et d'une certaine manière, on a réussi. On a réussi à éviter une grande dépression comme dans les années 1930. En fait, certains disent que l'ampleur de la crise financière de 2008 était sinon égale, du moins égale, sinon beaucoup plus sérieuse qu'à la crise de 1929. En fait, grâce à la coopération des économies les plus importantes du monde, nous avons réussi à éviter une grande dépression. Alors, ça, il faut reconnaître ça aussi. Peut-être je vais poser encore une question politiquement pas très correcte. Après la crise de 2009, c'est presque une dizaine d'années après, c'était la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, je dis, hein, c'est peut-être pas politiquement pas très correct, mais pour le G20, est-ce qu'on a déjà trouvé une solution pour résoudre les problèmes entre les États? J'ai l'impression que après ce G20, tous les problèmes vont revenir. Le problème de la Chine méridionale, le problème de Syrie, le problème Proche-Orient, le problème mais aussi de l'économie. Hein,
Oui, mais il n'y avait pas en 1929 un G20. de G20 du tout. Non. Les pays ne se concertaient pas de la même façon. ça. Au moins là, bien sûr que ces crises existent. Bien sûr que le problème en Syrie, avec la Turquie, on voit bien que ça se complique. Oui, La Russie est restée dans le jeu. Ça va revenir, il y aura forcément des incidents. Mais la rencontre du G20, même si c'est pas toujours spectaculaire dans les résultats, elle a une utilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'au moins les gens se parlent. Je crois que c'est important. Et puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais il y a un autre aspect dans le G20 qui est important, c'est la présence de plusieurs pays en voie de développement. Oui. Cette fois-ci, il y a le Sénégal, le Tchad, le Kazakhstan et le Laos. Bon, ça permet de parler avec eux d'autres sujets sur le développement. Ce n'est pas aussi grave qu'avec la Syrie, bien sûr, mais enfin, on voit bien que la Chine, dans ce G20, et c'est une différence avec les précédents, elle est désireuse qu'il y ait un dialogue avec ces pays vraiment en développement. Oui, justement, pour ces pays vraiment en voie de développement, c'est-à-dire, est-ce que la Chine est en train de se, comment dirais-je, présenter comme un modèle de développement efficace, parce que quand même, depuis 30 ans, la Chine a été locomotive de la croissance économique du monde. Est-ce que le modèle chinois, pour montrer au monde entier, c'est aussi un but de la Chine pour être au pays Je ne crois pas, parce que la Chine n'a pas l'intention d'exporter son modèle dans d'autres pays. Mais souvent, le mode de croissance ou de développement chinois est imité par un certain nombre de pays en développement, mais la Chine même n'a pas l'intention d'exporter son modèle. Par contre, la Chine, dans ce genre d'occasion internationale, se veut représentant des pays en développement. C'est pour ça qu'elle a prévu ce dialogue avec quelques pays très représentatifs des pays en développement. Et la Chine veut faire inclure dans l'agenda de la discussion de développement qui ne concerne pas seulement les 20 pays, mais qui concerne aussi d'autres pays en développement, tels que l'industrialisation de l'Afrique, par exemple. L'industrialisation de l'Afrique fait partie de l'agenda officiel de ce sommet. Donc, c'est un peu nouveau, ça. C'est proposé par la Chine. Donc, pour Théophile, même la Chine ne veut pas exporter son modèle de développement, mais le modèle de développement de la Chine existe. Alors, en un mot, chacun un mot, après ce G20, qu'est-ce qui va changer? Je ne sais pas, après ce G20, en fait, le G20, comme j'ai expliqué, était un mécanisme de traitement d'urgence, alors que la Chine a l'intention de transformer ce mécanisme de traitement d'urgence en un mécanisme de développement à long terme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas traités par les sommets précédents. Et je ne sais pas si cette impulsion chinoise pourrait se prolonger dans l'avenir pour maintenir l'utilité de ce G20 et puis que le G20 va vraiment devenir un mécanisme de promotion du développement à long terme. En tout cas, je pense que le G20 a cet avantage que les dirigeants du monde pourront discuter et connaître les positions des autres, les uns des autres. Et ça, c'est à mon avis très important pour les décisions qu'ils prennent ensuite. Voilà, très bien. Moi, j'espère que voilà, le G20 aura un effet à long terme, mais au moins à court terme, on échange des idées. Très bien. Bon, merci beaucoup tous les deux. Merci pour vos analyses très particulières, très utiles, je crois, surtout pour nos chers téléspectateurs. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.